Donc, salaire, emploi, sécurité sociale, service public. Et si on s'attaquait au capital, c'est le sujet du débat aujourd'hui. Nous avons 4 intervenants pour réfléchir à cette question. Laurent Brun, donc, qui est secrétaire national de la CGT Cheminots. Marie-Claire Caïto, ingénieure et présidente du groupe CGT au CESE et en charge des questions de l'industrie à la Confédération de la CGT. Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos et éditorialiste à France Inter. Et Denis Durand, qui est membre du Conseil national du PCF et co-directeur de la revue Économie politique. Donc, le monde a besoin de régulation. Le capitalisme est-il devenu fou ? Ce n'est pas des réflexions d'un Thomas Piketty, c'est bien Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy qui ont prononcé ces phrases-là. Et Nicolas Sarkozy, lors de l'université d'été du MEDEF, où il était invité cet été. Et cette université d'été qui s'interrogeait sur l'avenir du capitalisme. C'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Donc la droite cet été s'interrogeait sur l'avenir du capitalisme et sur les prochaines crises économiques et les conséquences sur l'accumulation du profit des patronats. Pendant que la droite s'inquiète, la gauche sociale s'alerte aussi des conséquences de tout ça sur le monde du travail, que ce soit les salaires qui stagnent ou voire qui ont baissé chez nos voisins européens, de la sécurité sociale dont on nous promet un équilibre qu'au sacrifice de nos pensions de retraite par exemple et de la baisse de nos pensions de retraite avec les réformes qui vont arriver. Les privatisations dans les services publics dont on va parler avec nos syndicalistes présents. Face à tout ça, donc, on est plutôt tous d'accord sur ces constats-là, mais finalement, que faire? Quelles sont les différentes solutions proposées? Comment retrouver dans le monde du travail cet équilibre et se défendre face à ces accumulations du profit que nous veut le patronat? Face à ça, il y aurait 2 solutions. Ça serait d'un côté taxer, réguler, mais de quelle manière? Comment faire? Est-ce que c'est possible dans un monde mondialisé aujourd'hui? De l'autre côté, on aurait une autre voie qui s'ouvrirait, qui serait vraiment donc s'attaquer au capital, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Est-ce que ça veut dire mieux répartir les richesses? Est-ce que ça veut dire inventer un nouveau mode de production? Et est-ce que c'est possible et est-ce qu'on est d'accord finalement avec la manière de le faire? Donc je vais laisser la parole d'abord à Laurent Brun qui va un petit peu revenir sur ces attaques sur les services publics et les solutions pour changer et s'attaquer au capital dans les services publics. Merci d'abord de l'invitation. Alors je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le service public ferroviaire et la manière dont il a été traité ces dernières années. Et puis y compris la réforme de l'année dernière qui en gros parachève la logique qui s'était déjà plus ou moins installée dans les hautes sphères de l'État, qui est l'intervention économique de l'État ne doit plus être une intervention directe, c'est-à-dire une gestion directe au travers de services publics ou d'entreprises nationalisées, mais doit se contenter de effectivement la norme légale, et puis la subvention de manière à orienter l'économie. Qu'est-ce que ça donne dans le chemin de fer? Alors c'est un domaine où on connaît l'intervention privée dans le chemin de fer, puisque l'histoire du mode ferroviaire, c'est quand même la création de grands réseaux privés et avec un certain nombre de contradictions qu'on retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire comment on peut faire un mode de transport qui à la fois permette le développement économique et en même temps serve d'abord le profit des entreprises, c'est-à-dire du transport gratuit en gros pour les entreprises, et quand on est dans une gestion privée de tout ça, comment on équilibre les comptes si on fait du transport qui coûte rien. Ça c'est ce qui amène quand même plus ou moins l'effondrement des compagnies à l'époque et la nationalisation et la création de la SNCF. Le modèle dans lequel on est dans le ferroviaire, jusqu'aux années 80, on considère que c'est un monopole naturel, parce qu'il y a un réseau et qu'on ne pourra pas avoir plusieurs compagnies qui vont construire chacune leur réseau pour
pour développer une véritable concurrence. Donc, puisque c'est un monopole naturel, on ne va pas le confier au privé, parce que si on le confie au privé, c'est presque comme si on l'autorisait à imprimer les billets, et donc on va confier ça à la puissance publique. La puissance publique, elle planifie l'économie quand elle intervient directement dans l'économie. Alors après, on peut débattre, par exemple, dans l'expérience du TGV, qui est une bonne illustration de quels objectifs on fixe à la planification. Mais en tout cas, la grande force de l'intervention publique et de la gestion socialisée, c'est qu'on planifie, on voit à long terme, on développe de l'infrastructure, on développe de la technologie, on développe ces choses-là. Et puis, depuis les années 80, donc, on est plutôt dans un phénomène de libéralisation où il ne faut pas que l'État intervienne directement, où il faut laisser le marché arbitrer, l'offre et la demande, etc. On aboutit à une ouverture à la concurrence dans le domaine du fret ferroviaire, qui est le premier domaine qui a été ouvert à la concurrence en 2006. Et donc là, l'idée, c'est que la compagnie nationale, au même titre que les compagnies privées qui vont se monter, elles vont se faire concurrence et qu'on va laisser faire. Et que, évidemment, comme la main invisible du marché est parfaite, là où le fret va se casser la figure, c'est parce qu'il n'est pas pertinent. Et puis, partout ailleurs, la concurrence saine va faire qu'on va baisser les prix, donc on sera plus compétitif par rapport à la route, donc le ferroviaire va se développer, etc. Bon, ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, ce qui s'est passé depuis 2006, il y a un effondrement complet des volumes transportés. On a perdu depuis cette date à peu près un tiers des volumes transportés par le fer, donc au profit de la route. Dans la même période, il y a une augmentation du volume global de marchandises transportées. Donc en plus, non seulement nous, on en perd un tiers de ce qu'on transporte, mais le volume global augmentant, notre part part de marché dans les systèmes de transport s'effondre littéralement. Évidemment, il y a une casse sociale dans l'entreprise SNCF où on supprime des milliers d'emplois. Mais en plus de ça, parce que, bon, là aussi, je me fais un peu l'avocat du diable, on pourrait dire, on supprime des milliers d'emplois, mais c'est parce que vous coûtez trop cher, que c'est une organisation trop lourde, etc. Bon, dans le même temps qu'on supprime des milliers d'emplois, on passe d'un déficit qui est quasiment nul en 2002 à un déficit qui est monté jusqu'à 600 millions d'euros et qui se réduit, mais enfin qui est toujours très important, et donc une dette du fret ferroviaire SNCF de à peu près 6 milliards aujourd'hui. On casse le social, on réduit la voilure en termes de transport, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour les infrastructures, c'est mauvais pour tout ça. Et même en termes économiques, c'est un résultat qui est catastrophique. Les entreprises privées font effectivement de la concurrence sur le prix, font effectivement du dumping social, puisqu'on ne baisse pas le prix n'importe comment. Faut évidemment baisser les coûts, comme on dit, donc font du dumping social, et malgré ça, n'arrivent pas, elles prennent une partie de l'activité SNCF, mais en vérité, elles n'arrivent pas à reprendre de l'activité de la route, qui était l'objectif initial de l'ouverture à la concurrence. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système où on voit bien que le marché n'investit pas et que l'organisation dans laquelle on a mis l'économie du ferroviaire ne répond pas à ces critères et aux besoins de la population. Ne répond pas aux critères parce que pour développer le ferroviaire, il faut investir dans l'infrastructure, il faut investir dans le matériel. C'est pas quelques milliers d'euros qu'il faut, c'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et qu'évidemment, quand vous êtes dans un marché précaire, un marché dans lequel on renégocie les appels d'offres tous les ans avec les compagnies, etc., vous n'avez aucune visibilité sur l'amortissement de vos investissements, et donc vous ne faites pas d'investissement. Vous êtes juste dans la bataille pour ce qui existe. Petit à petit, ce qui existe se réduit parce que l'infrastructure se dégrade. Au moment où il faut faire des travaux, on considère que c'est pas rentable, donc on ferme une petite ligne qui va desservir une coopérative agricole. On va abandonner la desserte de cette coopérative parce qu'on estime que ça n'est pas rentable. Et petit à petit, le système se détricote et évidemment au profit du routier. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui sur le train de fret qui est un peu emblématique, sur lequel on mène une bataille importante, qui est le dernier train de primeur Perpignan-Rungis, sur lequel il faut un investissement sur les wagons et évidemment personne se presse pour faire ces investissements-là parce qu'il n'y a pas de visibilité sur ce que deviendra le marché. Donc voilà, on a inventé des solutions pour répondre à ça. C'est à la fois le monopole, parce qu'évidemment quand vous êtes dans une situation monopoliste, vous pouvez planifier vos investissements.
C'est valable aussi d'ailleurs pas que pour les investissements d'infrastructures, c'est valable pour les investissements de recherche et développement. Aujourd'hui, il n'y a plus de recherche sur, par exemple, les nouveaux types de wagons qu'il faut développer par rapport aux nouveaux types de marchandises que l'économie, notamment le nouveau type de conditionnement de marchandises que l'économie utilise. Bon bref. Donc vous planifiez quand vous êtes dans une situation de monopole, vous ne le faites pas quand vous êtes dans une situation de marché précaire. Donc le système se détricote. Et ce que nous disons, c'est que bien sûr que le système monopoliste, il a eu des lourdeurs. Bien sûr qu'il y a eu des investissements qui ont été faits plus sur des décisions politiques qui tenaient à des copinages ou à des choses comme ça qu'à vraiment l'intérêt général. Mais ça veut dire que le monopole, il faut lui adjoindre une composante démocratique. Il faut démocratiser les décisions qui sont prises. Il faut les mettre sur la place publique, il faut les soumettre à la contradiction du débat. Par contre, le fait qu'aujourd'hui le fret ferroviaire continue de se casser la gueule, c'est la démonstration que l'offre de marché n'est pas suffisante. Et le gouvernement qui se place toujours dans sa logique, je ne fais que de la réglementation et de la subvention, subventionne le fret ferroviaire, puisque le sillon, donc la réservation de la circulation sur les voies, un peu le péage entre guillemets, il est largement subventionné par l'État. Mais même dans ces situations de subvention, où l'infrastructure est peu chère dans son accessibilité, eh ben, on ne trouve pas comment développer le ferroviaire parce qu'on est dans cette contradiction que pour ça, il faut construire par exemple des embranchements qui aillent desservir les zones industrielles. Construire ces embranchements, on ne sait pas précisément au départ si on va avoir des industries qui vont utiliser le ferroviaire, mais si on ne le construit pas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en aura pas. Qui finance? Comment on finance? C'est tout le nœud de la question. Le patronat a une solution pour ça, c'est de dire on va créer des opérateurs fret de proximité qui vont se charger de la manœuvre locale et puis ensuite les grandes compagnies ferroviaires se feront la concurrence sur la traction du train. La manœuvre locale, c'est ce qui coûte le plus cher. On crée un opérateur fret de proximité, on va demander à la collectivité locale du coin de financer cet opérateur de proximité et les compagnies nationales vont se faire concurrence sur la traction du train, donc elles vont faire leurs bénéfices là-dessus. On est toujours dans la même situation, on nationalise les pertes, on privatise les profits. Nous disons que ça c'est une impasse et qu'il faut changer de logique et revenir à une logique de planification démocratisée. Voilà, bon, je ne fais pas plus long, je pourrais en parler pendant des heures, mais on est dans cette contradiction-là et il y a une certitude en tout cas, et le Perpignan-Rungis le montre bien, c'est que ceux qui défendent la théorie du tout marché et du tout libéralisation sont aujourd'hui en échec. Ce n'est pas à nous de nous expliquer sur le fait que nos propositions seraient bonnes ou mauvaises. C'est déjà à eux de s'expliquer pourquoi leur système est en échec aujourd'hui par rapport au fret ferroviaire et d'autres domaines. Ok, donc retrouver la capacité de planifier. Marie-Claire Caïto, et si on s'attaquait au capital dans l'industrie? Oui, ça serait une bonne chose. Puisque la question, c'est comment on va recréer des emplois et comment on va, pour recréer des emplois, il faut redresser l'économie. Et nous, l'analyse qu'on fait à la CGT, c'est que si on ne redresse pas l'industrie, on ne redressera pas l'économie. Or, aujourd'hui, on est en train de vivre, alors je vais peut-être employer des mots qui sont un peu forts, mais je pense qu'il faut à un moment donné aussi se mettre d'accord sur les mots. On est en train de vivre un vrai désastre industriel. Puisque si on regarde le panorama de notre pays, depuis 30 ans, la part de l'industrie dans le PIB a été divisée par 2, on a perdu pratiquement 2 millions d'emplois et on a vraiment fortement désindustrialisé le pays, qui fait d'ailleurs que quand on peut observer une légère reprise économique, eh bien ça contribue à accroître encore plus le déséquilibre de la balance commerciale puisqu'on est obligé d'importer des produits. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à produire de biens et de services suffisamment. Alors bien sûr, je ne parle pas d'autarcie, mais on ne produit pas suffisamment pour équilibrer notre balance commerciale avec les échanges extérieurs. Alors, ce qu'il faut, je crois que c'est un constat qui est assez partagé. Après, il faut aussi qu'on se mette d'accord sur les causes, parce que déjà sur le besoin d'industrie, parce qu'une des causes de la désindustrialisation, c'est que pendant 30 ans, on nous a vendu le mythe d'une société post-industrielle, c'est-à-dire on garderait les services à haute valeur ajoutée, et puis on irait produire dans des pays
où on paye beaucoup moins les gens et indépendamment des conséquences environnementales que ça génère dans les pays, mais aussi pour rapporter les produits dans des camions ou dans des bateaux aux endroits de consommation. Donc on pourrait avoir un système, c'est un esprit très colonial d'ailleurs, pour aller produire ailleurs ce dont nous on a besoin. Ce mythe de la société post-industrielle, il a fait beaucoup de ravages. Je pense maintenant qu'on en est à peu près sorti. Et dans le même temps, donc, les grands groupes ont délocalisé la production, donc justement dans ces pays où ils pouvaient payer moins les gens et où après, effectivement, on devait ramener les produits ici. Donc, délocalisation des productions qui ont eu dégâts sociaux et dégâts environnementaux. Donc aujourd'hui, il me semble que si on veut lier l'urgence sociale et l'urgence climatique, je crois que c'est des choses maintenant qu'on entend beaucoup dans les discours et qui commencent à devenir réalité dans les têtes, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas résoudre un problème sans s'attaquer à l'autre. Bon, la crise des Gilets jaunes l'a montré. Il est illusoire de penser s'attaquer à des problèmes environnementaux si on ne donne pas aux gens les moyens d'avoir des choix pour faire autrement. Donc si on veut lier urgence sociale et urgence environnementale, il me semble qu'il faut parler d'un changement de civilisation. C'est-à-dire qu'il faut produire et consommer autrement. Mais c'est une véritable opportunité. C'est une véritable opportunité parce que ça veut dire qu'il va falloir relocaliser des productions dans notre pays, sur le territoire national. Il va falloir donc avoir des circuits courts, mettre en place une économie circulaire avec des filières industrielles qui se préoccupent de leurs produits sur tout le cycle de vie, de l'amont à l'aval. Ça veut dire faire de l'éco-conception, du démantèlement, du recyclage, construire des produits durables, interconnectables, recyclables. Donc toute une nouvelle façon de produire et de consommer qu'il faut inventer. Et pour ça, il faut également faire beaucoup de recherche. C'est une parenthèse, mais aujourd'hui, la France est beaucoup à la traîne sur la recherche. Je crois que le chiffre dans le PIB, c'est 2,17 ou 2,24% à peu près, alors que les objectifs de Lisbonne, c'est 3%. Donc je ne sais pas pourquoi il y a certains indicateurs comme la dette qui sont plus importants que d'autres. Il me semble que le faire 3% de recherche dans le PIB, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, c'est la question de l'humain, c'est-à-dire la transformation de l'appareil productif qu'on appelle de nos voeux et qui va de fait utiliser de nouvelles technologies comme celle du numérique qui envahissent tous les secteurs de l'économie, vont nécessiter une transformation anthropologique du travail, c'est-à-dire un nouveau rapport de l'homme à la machine. Et ça va nécessiter de faire beaucoup plus de formation et d'accroître et d'élever les qualifications de toutes et tous. Et donc on voit bien qu'on a des enjeux qui sont enthousiasmants à condition qu'on s'y attaque. Et là, je vais revenir sur un autre point. Si on s'est désindustrialisé de cette manière-là aussi, c'est parce que la part des dividendes dans la valeur ajoutée a été multipliée par 5 dans la même période. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on donnait, j'allais dire, à ceux qui font le travail ou à l'investissement dans l'appareil productif, on l'a donné aux dividendes. Et à des gens qui n'ont pas investi justement dans notre appareil productif, c'est un des plus vieillissants d'Europe, 9 ans moyenne d'âge, mais qu'on préférait investir dans l'immobilier ou faire autre chose. Donc si on ne reprend pas la main sur cette partie-là, c'est-à-dire que si on ne rééquilibre pas la balance et que l'argent de la production des richesses, il n'est pas utilisé pour investir dans l'appareil productif, le moderniser, le robotiser, pour faire de la recherche, pour de la formation, élever les qualifications, eh bien effectivement, là, on a une véritable question. C'est-à-dire, et c'est la campagne de la CGT sur le coût du capital, nous on dit que ce n'est pas les salariés qui coûtent cher, c'est eux qui créent des richesses, mais c'est le capital qui coûte cher. Et donc là, c'est un véritable enjeu, parce qu'on le voit y compris aujourd'hui dans les discussions qu'on peut avoir avec le gouvernement ou avec les directions d'entreprise. Sans arrêt, les solutions qui sont préconisées, et aujourd'hui en ce moment, par exemple, le gouvernement a mis en place une consultation, parce que c'est à la mode, il consulte sur tout. Non pas que ça soit mal de demander l'avis aux citoyens et aux salariés, mais après, il faut quand même qu'on en tienne compte. Ce qui pour l'instant me laisse un peu dubitative, mais en ce moment, donc, le gouvernement lance une grande consultation sur l'impact productif à horizon 2025 pour comment on arrive au plein emploi. Mais on voit bien que, par exemple, une des propositions, c'est abaisser l'impôt de production, c'est-à-dire toujours avoir une fiscalité plus favorable sur l'entreprise. Mais jamais on arrive à dire, oui, mais et les salariés là-dedans, comment on donne du pouvoir aux travailleurs, aux salariés dans les entreprises, comment justement c'est eux qui sont au cœur de la production de richesse, donc comment ils donnent leur avis sur ce qu'on produit, comment on le produit, et pour aller plus largement, comment les citoyens donnent leur avis. Parce qu'effectivement, cette question de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pourquoi on le produit, quelle réponse
réponse aux besoins. Qu'est-ce que c'est les besoins? C'est un vrai enjeu démocratique et je crois que là, c'est vraiment des choses qui deviennent centrales. Et pour finir, je voudrais venir sur 2 cas concrets. Si on veut réindustrialiser le pays, on a l'habitude, nous, de dire à la CGT qu'on ne construira pas l'industrie du futur sur les ruines de celle du passé. C'est-à-dire que l'industrie, il n'y a pas une génération spontanée, elle n'est pas réductible au numérique ou aux start-up. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on préserve les outils industriels qu'on a encore et par contre qu'on les modernise et qu'on les transforme. Moi, je voulais juste citer 2 gros dossiers qui sont actuellement dans le paysage. General Electric. Alors, General Electric, on pourrait en parler pendant longtemps, mais on pourrait faire un débat à part entière, hein, parce que c'est à l'origine un des fleurons industriels Alstom que le ministre de l'économie actuel, qui s'appelait Emmanuel Macron, a livré à General Electric, avec plein de zones d'ombre dans ce sujet-là. Bon, je ne vais pas repartir là-dessus parce qu'on pourrait en faire un vrai débat. Mais aujourd'hui, on en est, c'est que la partie d'Alstom qui a été vendue à General Electric, qui est à Belfort, ils sont en train de supprimer 1000 emplois. Ce qu'ils font à Belfort, c'est des turbines à gaz. Alors, est-ce qu'on estime que les turbines à gaz, ça va avoir de l'avenir en Europe? Nous, on pense que oui. On pense que la transition énergétique, si on veut, comme ça se passe, fermer plus de centrales à charbon et développer des énergies renouvelables intermittentes, eh bien, il va falloir avoir plus de gaz et donc faire des turbines à gaz en Europe. Donc, il y a un avenir pour fabriquer des turbines à gaz à Belfort, sauf qu'aujourd'hui, il y a 1000 emplois en jeu et d'ici 2 ans, c'est la fin du site. Deuxième exemple, et je m'arrêterai là, c'est EDF. Aujourd'hui, il y a un projet, toujours pareil, hein, c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, qui l'avait déjà dans ses cartons. Alors le projet s'appelle Hercule, c'est pour ça que j'ai un petit badge, mais il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est Hercule. Hein. C'est pas PIF et Hercule, hein. C'est le projet tel que des consultants payés sans doute très cher ont dû le prénommer à EDF. Donc il est tout simplement un projet de scission d'EDF en 2, c'est-à-dire de démantèlement d'EDF. Et pour faire court, c'est la fin du service public de l'énergie tel qu'il avait été mis en place en 1946. Alors nous, à la CGT, on n'est pas nostalgique, on ne dit pas qu'il ne fallait pas bouger. Bien entendu, ce qui a été fait en 1946 devait évoluer avec justement tous les nouveaux enjeux dont j'ai pu parler qui sont posés, comme les enjeux écologiques, les enjeux sociaux. Mais par contre, faire disparaître de cette manière, il y avait un vrai enjeu. Hein. Dès qu'il y a eu EDF et GDF nationalisés, les capitalistes, grosso modo, ils n'ont pas pu supporter. Donc, ils ont pu venir à bout de GDF. Quand il y a eu la fusion GDF-Suez, Nicolas Sarkozy a dit à l'époque, vous inquiétez pas, on ne privatise pas GDF, on nationalise Suez. Aujourd'hui, vous avez vu où on en est. Engie, GDF a disparu. Et aujourd'hui, reste EDF, qui est le point aberrant dans l'énergie en Europe, qui est encore un service public de l'électricité, qui, justement pour donner une électricité à un tarif avantageux aux usagers et aux industriels. Et là, c'est le projet qui est en cours. Donc j'espère qu'on sera nombreux pour lutter contre ce projet et avoir d'autres propositions. Les syndicalistes nous ont bien montré les conséquences sur le monde du travail, de cette prédominance du capital. Là, et donc Dominique Seux, si on s'attaquait au capital, et comment faire éventuellement? Il y a un point d'interrogation ou il n'y a pas de point d'interrogation? Et si on s'attaquait au capital, peut-être que selon les intervenants, ce sera différent. Merci de m'inviter, merci de votre attention. Évidemment, je me sens un tout petit peu différent des autres intervenants, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, vous imaginez quelque chose, en fait, c'est que je suis le seul à ne pas avoir de bracelet rouge. Je me demande pourquoi. J'ai les chaussettes rouges, effectivement. C'est un bon début. C'est un début, voilà. Bon, non, je précise, et la montre en plus. Je précise un point, je suis un observateur, je ne suis pas un acteur économique comme vous, et la position d'observateur, de journaliste en l'occurrence, évidemment incite à la modestie par rapport aux acteurs, mais je me permets de donner, puisqu'on me le demande, un peu ma vision économique des choses en ce moment. Peut-être un point d'abord, et on aura peut-être certains points d'accord. Le premier, c'est que nous sommes certainement à la fin d'une phase à la fois de libéralisme et de mondialisation. Une phase qui s'est ouverte en 1989, au moins au mi-temps des années 80. Phase politique, chute du mur, mais aussi développement des échanges internationaux, création un peu plus tard de l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes au bout d'un processus qui aura duré une vingtaine, trentaine d'années
au cours desquels les échanges se sont intensifiés. On a vu le nombre de porte-containers multiplié par 10 en 30 ans. On a vu le volume des marchandises se multiplier, le volume des données s'échanger entre les continents, des données numériques. Cette phase exacerbée des échanges, qui est à la fois celui des échanges de marchandises et des échanges humains, puisque le trafic aérien, les échanges d'étudiants, le tourisme est littéralement explosé, bute sur 3 éléments. Je ne pense pas qu'on va aller vers une démondialisation totale et un retour au national total, mais l'élastique repart un petit peu dans l'autre sens. Pourquoi? D'abord parce qu'on voit que cette phase-là a été excessivement court-termiste, sans se préoccuper à la fois du long terme et des externalités. Et ça, on voit bien que le mode et que le fonctionnement de l'économie depuis ces dernières décennies a buté, et c'est une évidence, sur l'insuffisante prise en compte des externalités. Et je pense évidemment d'abord en ce moment à la question climatique. Il y a une incapacité qui n'est pas propre à ce système économique, mais que ce système économique partage, à se projeter dans un avenir de 50, 60, 80 ans. Manifestement, c'est la première butée. La seconde butée, c'est qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été anticipé, qui aurait pu l'être. C'est que le système économique mondialisé n'a pas trouvé son cadre juridique et réglementaire que vous évoquiez tout à l'heure au niveau international. Il y a eu des réglementations. Je pense que dans aucun pays du monde, il n'y a la main invisible. Personne n'a jamais cru à la main invisible en réalité. Il y a toujours partout des régulations plus ou moins fortes, naturellement. Mais dans aucun pays, il n'y a une absence totale de régulation. Ça dépend des époques, des périodes politiques, historiques, etc. Mais on voit bien que la déconnexion entre une économie mondiale et des réglementations nationales provoque, et pas seulement en matière climatique, en matière sociale naturellement, en matière réglementaire, un divorce dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'est pas supportable. Et puis une troisième dimension peut-être de l'échec d'un certain type de mondialisation ces dernières années, ou d'une forme, alors vous diriez peut-être certains néolibéralisme, je ne sais pas très bien ce que c'est que le néolibéralisme, disons de libéralisme, c'est probablement la disparition des corps intermédiaires. On en parle beaucoup en France, mais moi ce qui me frappe, c'est aussi au niveau mondial, c'est-à-dire, et même au niveau européen, les syndicats, non pas disparition bien sûr, mais affaiblissement relatif, on sera d'accord là-dessus, qui pour moi est un souci. Alors après, on peut savoir quel est le rôle, débattre sur le rôle des syndicats, est-ce que c'est le compromis ou autre chose, mais le manque de corps intermédiaires au niveau européen, français, international est une véritable difficulté. Ça a débouché vers un individualisme qui a des conséquences économiques négatives. Alors, corps intermédiaires, les corps sociaux, mais les partis politiques. C'est impressionnant de voir que dans un pays comme la France, aujourd'hui, il y a vous avez en gros, vous avez le Rassemblement national, En Marche et la France insoumise, et les partis de gouvernement qui ont gouverné la France depuis 50 ans n'ont pas disparu, mais ils se sont considérablement affaiblis, et l'offre politique est, je trouve, assez réduite ou extrême, ou tout ce qu'on veut, on y met ce qu'on veut, mais c'est un véritable souci. Et je dirais aussi, j'ajouterais que la disparition des corps de pensée, des églises, des associations pose un véritable problème. Donc, nous sommes à la fin d'une phase. J'aimerais dire quand même, le deuxième point, que malgré tout, la période de 30 ans, et évidemment, là, je suis allé un petit peu, non pas dans votre sens, mais sur un terrain commun, sur le premier élément, dans le second, j'irai moins, la période qui se clôt a eu des vertus, c'est qu'elle a réduit considérablement les inégalités entre pays. C'est un discours que vous connaissez bien, mais qui n'en est pas moins faux, qui est que la pauvreté dans le monde, l'extrême pauvreté, les écarts de richesse entre pays, il suffit de voyager pour voir qu'il y a un énorme changement. Je pourrais vous sortir des schémas, des graphiques de Piketty qui sont sortis hier. Je vous conseille d'ailleurs, si vous n'avez pas l'intention de lire le livre de Piketty, sur lequel on peut avoir plein de désaccords, mais il a mis en ligne gratuitement, hier matin, une centaine de graphiques
qui se trouve sur tous les réseaux sociaux, en accès libre, et c'est absolument passionnant à regarder. Et le premier de ces graphiques montre l'évolution depuis 1820, je crois, 1820, à la fois de la population mondiale et du revenu moyen mondial. Et il y a une corrélation totale. Le revenu moyen mondial, y compris depuis 30-40 ans, a progressé de manière fantastique. Et donc, il y a eu des vertus ces dernières années, c'est depuis 30 ans quand même, au système économique. Alors si on en vient à la France, parce que là évidemment je me suis un petit peu éloigné, je trouve le défi d'un pays comme la France et des pays occidentaux d'une manière générale, c'est de résister au rééquilibrage du monde. Je n'utilise pas la thèse du basculement du monde vers l'Asie, qui pourrait être démographique, ou vers l'Afrique, mais on ne le voit pas beaucoup. Mais il y a un rééquilibrage évidemment du monde. Vous savez, on peut dire que se referme en ce moment la parenthèse au cours de laquelle, qui a duré un siècle, à peine un siècle et demi, au cours de laquelle la puissance économique des pays était totalement décorrélée de la puissance démographique ou de la puissance géographique ou de la détention de matières premières. Les pays coloniaux ont eu la main sur l'économie mondiale pendant un siècle et maintenant se recorrèlent totalement la puissance économique et la démographie et la taille parce que le savoir progresse partout et c'est évidemment une grande vertu aussi. La France, dans ce contexte, elle a, je trouve, plutôt bien tenu son rang ou résisté. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est évidemment de maintenir des niveaux de salaire, des niveaux de protection sociale, mais de permettre cela. Et c'est pour ça que les hypothèses de décroissance me paraissent totalement farfelues. Qui financera demain les retraites, les dépenses de santé, qui vont évidemment continuer à augmenter, et c'est normal, et tant mieux, etc. Mais je trouve que globalement, attention, vision très macro, globalement, la France a plutôt résisté. C'est-à-dire qu'elle a réussi à maintenir très globalement ces systèmes de protection des plus faibles par rapport au bouleversement incroyable de l'économie mondiale, un bouleversement qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Si on prend les dépenses de santé, puisqu'on en parle ces jours-ci, les dépenses de santé, ce sont les plus élevées des pays de l'Union européenne, 11,5 du PIB. Les plus élevés, la moyenne est à 9,9. C'est évidemment, alors c'est moins élevé que les États-Unis et la Suisse, mais ce sont les deux seuls pays qui sont au-dessus. Et avec un reste à charge qui lui aussi, le reste à charge payé en moyenne, les statistiques, il faut toujours penser qu'on parle en moyenne, en moyenne, qui est le plus faible des pays développés, 7% je crois, ça a été annoncé par la direction de la sécurité sociale cette semaine. Sur les retraites, malgré tout, le système fonctionne encore. Alors, je tends juste une perche, on aura peut-être cette discussion, mais sur les retraites, si aucune réforme des retraites n'avait été faite depuis 1993, la dépense collective sur les retraites ne serait pas de 14 points de PIB comme aujourd'hui, elle serait de 18 à 20%. Ce serait très bien, mais que resterait-il pour la production? Que reste-t-il pour les salaires? On aura ce débat, ça va être passionnant, je m'en réjouis. Voilà. Quels sont les... donc je dis on a globalement résisté. Quels sont les gros problèmes à mon avis? Et je partage le premier point entièrement avec vous. Je pense que le drame français, d'abord, c'est la chute de l'industrie. Je me souviens de cette une du Monde. Alors, les plus anciens d'entre nous, ça fait un peu vieux con quand je dis ça, les plus anciens d'entre nous, mais il y avait une du Monde, un ancien dirigeant, Thiers Turuk, qui avait été le patron d'Alcatel dans les années 2000, 2002, et il avait donné une interview pour dire « Demain, vive la France sans usine ». Et c'était un peu la mode, vous avez raison. Mais, alors je ne sais pas si c'était une mode intellectuelle, pas une mode politique vraiment, mais ça a été un peu, voilà, on va passer vers le tertiaire, vers les services, il n'y aura plus que ça, il n'y aura plus les usines. En fait, ça a été une erreur terrible. Je pense que c'est parce qu'on a manqué de capitaux. C'est parce qu'on a manqué de capitaux, notamment dans les TPE et surtout dans les entreprises de taille intermédiaire en France. Les capitaux où sont partis, où ont disparu, où on n'a pas trouvé les bons moyens de trouver des capitaux. Mais la difficulté, vous avez donné quelques indicateurs, j'en donne un seul. Depuis 2000, la production industrielle en France a augmenté de 5%.
alors que le PIB a augmenté de 25% et la population de 13%. C'est-à-dire nous avons une dégradation de l'industrie. Alors vous l'avez exprimé en part de valeur ajoutée. Alors, je ne suis pas complètement d'accord sur le diviser par deux, mais on n'est pas très loin, on est dans ces environnements-là. C'est considérable. C'est là notre première... La destruction de capital, elle est d'abord là. Avant de regarder, de discuter sur le capital, c'est bien, c'est pas bien, il y a du capital détruit. Et ça, c'est absolument terrible. Notre grande difficulté, et je sens que déjà je suis trop long, en France, c'est qu'on valorise toujours la macroéconomie par rapport à la microéconomie. C'est-à-dire le débat public, parce qu'il est un débat très politique, c'est sur les relances budgétaires, les baisses d'impôts, augmenter le déficit. L'économie, dans un syndicat comme la CGT, vous le savez évidemment, c'est aussi de la micro, et c'est, je pense, d'abord de la microéconomie. C'est chaque entreprise, c'est chaque territoire, c'est chaque salarié, chaque chef d'entreprise, etc. Peut-être quand même, alors j'ai déjà parlé des... Et la troisième grande difficulté pour moi, aujourd'hui, ça reste le logement. Je pense que le logement est autant la disparition de l'industrie et que le problème des qualifications, mais c'est un sujet battu, rebattu et re-rebattu, c'est la question du logement. On n'a pas de solution, on n'a pas de solution à la métropolisation. On n'a pas trouvé. Est-ce que ce sera le télétravail? Ça décolle vite en ce moment, mais pas suffisamment. Et donc, il y a des exclusions entières de générations dans les grandes villes, et c'est la plus profonde des inégalités. Alors, deux mots pour finir sur qu'est-ce qu'on pourrait, et on débattra peut-être des inégalités, mais je pense que la plus grande des inégalités, il y en a effectivement financières, mais c'est l'inégalité de capital social aujourd'hui, et j'ai peur qu'elle se soit accrue depuis une vingtaine d'années, quand on regarde le système de formation et le système éducatif. Bon, je m'arrête là parce que en fait, je sens que j'ai largement débordé, mais on pourrait évidemment, je pense qu'il faut arrêter un petit peu de raisonner en macroéconomie, et qu'il faut se replonger dans chacun des dossiers. Et une des vertus de Macron, me semble-t-il, c'est qu'il a plongé un petit peu plus dans la réforme de la formation professionnelle qu'on peut discuter, mais qui, me semble-t-il, se rapproche plus du terrain et des besoins réels des territoires. Voilà, je m'arrête là, mais dans le débat, on continuera. Oui, on va écouter Denis Durand pour le scène du Parti communiste. J'avais failli finir mon intervention en disant « Vous avez maintenant une très grande hésitation, chacun d'entre vous, applaudir ou ne pas applaudir. Merci d'avoir fait. » On fera un débat avec la salle après pour prolonger les questions posées. Très bien, merci. Alors, bon, nous sommes assez sûrs de nos idées pour affronter le débat, y compris avec des interlocuteurs qui ne sont pas d'accord avec nous. Et en même temps, nous avons besoin de ce débat pour aiguiser et pour être plus efficace dans le combat que nous menons, nous les communistes, pour changer la société. Donc dans ce que Dominique Seux vient de dire, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent. Par exemple, je ne vais pas reprendre point par point, mais par exemple sur la mondialisation, je pense qu'effectivement, on observe en ce moment une espèce d'arrivée de cette forme de mondialisation qu'on a connue depuis une quarantaine d'années à des limites. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais ce n'était pas n'importe quelle mondialisation. C'était une mondialisation pilotée par les multinationales. Et avec le soutien actif d'une inflation financière. C'est-à-dire que les GAFA, les grands groupes qui dominent l'économie aujourd'hui, ont prospéré sur la base d'un apport monstrueux de ressources financières à travers la prise de pouvoir par les marchés financiers qui a été organisée il y a 40 ans par les politiques économiques, par les politiques monétaires. Et aujourd'hui, alors ça a permis, dans un premier temps, de répondre aux difficultés de l'accumulation du capital dans une certaine mesure, de faire remonter les taux de profit. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ça ne suffit plus, ça ne marche plus. Et la cause profonde des difficultés économiques qu'on rencontre depuis maintenant la deuxième moitié du XXe siècle, elle nous revient à la figure. Et par exemple, un élément qui pouvait atténuer un petit peu les difficultés globales, qui était l'essor des pays émergents, l'amélioration de l'efficacité du capital dans les pays émergents, ça y est, la suraccumulation de capital se manifeste aussi dans les pays émergents. Tout le monde est touché par cette crise du capitalisme. Et le problème, et c'est là que probablement nous allons un peu diverger, c'est que, mais où est-ce que ça nous mène, ça? Parce que si on continue comme ça,
on ne va pas simplement avoir un renouvellement des crises telles que se déroulent aujourd'hui. On ne va pas seulement prolonger les échéances jusqu'à la catastrophe. On va vraiment entrer dans quelque chose. La crise qui vient va être extrêmement grave. Alors ça, on le sent, tout le monde a ça en tête à propos de la crise écologique. Mais la crise financière qui se prépare, on ne sait pas du tout où ça va commencer. On ne sait pas exactement quand. On ne sait pas quelle forme ça va prendre. Mais on sait que les conditions qui vont la créer sont pires que celles de 2007-2008. Parce que les banques centrales, à partir de 2008, ont fait face à la situation comme des pompiers pyromanes, en rajoutant encore des liquidités sur le marché financier. C'est-à-dire que l'enjeu, le baril de poudre qui est sur le point d'exploser, il est encore bien plus gros aujourd'hui. Les banques centrales ont injecté des milliers de milliards de dollars sur les marchés financiers. Et elles essayent d'en sortir. La BCE avait essayé d'arrêter l'année dernière. Et jeudi dernier, ils ont décidé qu'ils recommencent à acheter des titres pour faire baisser le prix des titres sur les marchés, pour enrichir encore les marchés financiers. Ils vont continuer à prêter à des conditions avantageuses aux banques, à condition qu'elles prêtent à l'économie. Mais qu'est-ce que ça veut dire prêter à l'économie ? Pendant que les banques sont inondées de liquidités par la Banque centrale, elles ne savent pas comment faire, elles les laissent en compte, sur leur compte auprès de leur Banque centrale nationale. Et on essaie de les inciter à prêter. Mais prêter pour quoi faire ? Elles vont prêter à Sanofi, elles vont prêter et elles vont surtout prêter aux spéculateurs. Et pendant ce temps-là, des entreprises, je ne sais pas s'ils sont là, mais nos camarades de Fralib, qui après 1336 jours de lutte, ont sauvé leur entreprise contre une multinationale de l'alimentation, qui ont aujourd'hui un marché, qui ont des perspectives de développement, qui ont besoin de crédit pour leur trésorerie, pour investir, les banques leur disent non. Et ils sont obligés de faire appel aux gens qui n'ont pas d'argent pour les financer. Ça veut dire que les banques ne font pas leur travail. Et ceci prépare en effet une entrée dans un basculement dans des eaux inconnues du point de vue économique, comme du point de vue écologique et comme du point de vue politique. Je n'ai pas besoin ici de rappeler la montée des périls dans ce domaine-là aussi. Alors, c'est pour ça que nous insistons beaucoup pour aller au fond des choses. L'origine de ces contradictions insurmontables qui sont en train d'entraîner l'économie mondiale dans une direction qu'on ne sait pas cartographier, c'est une certaine logique, un certain type de fonctionnement de l'économie qui a été exacerbé depuis 40 ans et qui est que tout aujourd'hui est régulé par un critère, c'est la rentabilité du capital. Laurent Brun, par exemple, a bien montré comment ceci exerce ses ravages dans les services publics. Et mais ça, on pourrait prendre l'exemple des retraites aussi, par exemple. Jusqu'à la fin du XXe siècle, l'économie française a été capable d'augmenter considérablement la part des richesses qui était consacrée au financement des retraites. Mais depuis la fin du XXe siècle, ça n'est plus possible. Et aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'il faudrait s'attaquer au coût du capital. Il faudrait prendre davantage sur les profits. Il faudrait imposer aux entreprises de gérer autrement. Quand on a 10% de chômeurs dans la société, ça veut dire 10% de richesses qui ne sont pas créées et qui ne peuvent pas servir pour les salaires, pour les services publics, pour les retraites, etc. Donc c'est cette logique-là qui est sous-jacente aux difficultés sociales, économiques, écologiques que nous rencontrons. Or, précisément, si je prends l'écologie, ce dont on a besoin, le climat, la qualité de l'air, de l'eau, la biodiversité, ce sont des biens communs de l'humanité. Il faudrait développer des services publics à l'échelle mondiale pour mettre à la disposition de tous ces biens communs. Mais des services publics pour l'énergie, pour fabriquer l'électricité, pour mettre des transports qui ne injectent pas des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et demander aux marchés financiers, est-ce qu'ils vont financer ça? Mais non, ils ne le font pas, parce que ça ne serait pas rentable. Mais la rentabilité, ça n'est pas l'efficacité économique. Les profits, ce n'est qu'une partie de la richesse créée. La richesse créée, c'est le résultat du travail des gens. La valeur créée, la richesse créée, c'est la façon dont les gens travaillent, les ressources tirées de la nature et rajoutent de la valeur avec leur travail. Et l'efficacité économique, c'est d'essayer de pouvoir créer le plus de valeur possible en économisant au maximum le capital matériel et financier. Et ça, c'est totalement insupportable pour la domination du capital. On va nous dire, mais vous n'y pensez pas, vous allez augmenter le coût du travail.
Donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et le problème, c'est que nous avons une difficulté. C'est que dans le débat politique, Dominique Seuil a fait une allusion aujourd'hui, on sait très bien à quel point la situation sociale et politique est difficile. Et je pense que ça tient au fait que nos arguments, les arguments, je ne parle pas de ceux du Parti communiste, les arguments qui sont en général avancés dans le débat public, manquent un peu d'efficacité contre, disons, l'idéologie ambiante telle qu'on peut effectivement l'entendre tous les matins dans les émissions de Dominique Seuil. Parce qu'on est encore enfermé. Le mot émission, c'est 2 minutes. Hein. Le mot émission est un petit peu exagéré, mais si grâce à vous je peux avoir 2 minutes 30, je suis preneur. Moi aussi, je suis un peu d'une vieille génération, je suis presque un auditeur de la TSF, vous voyez. Mais on a d'un côté tout un discours répété à satiété, et pas seulement sur France Inter, nous expliquant que ce qui compte c'est l'offre, c'est la destruction créatrice, tant pis si on supprime des emplois, mais avec les nouvelles technologies, les start-up, on va sauver le monde. Et en face, on a un discours qui est un discours plus ou moins généreux, qui essaye de dire mais il faut un peu plus pour les gens, un peu moins d'inégalité. Sauf que on n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation, de la montée des périls qui arrivent. Pour prendre un exemple qui a été évoqué, si on voulait s'en tenir à mettre en œuvre les propositions d'un Thomas Piketty, par exemple, on est mort. Parce que ces propositions, c'est l'impôt sur le revenu progressif, c'est l'impôt sur la fortune des particuliers, c'est des salariés dans les conseils d'administration, mais tout ça, ça a été fait au XXe siècle. Ça a marché d'une certaine mesure, ça a donné la social-démocratie allemande, par exemple. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. La social-démocratie s'effondre partout. Parce que nous sommes en face d'une crise bien plus profonde que celle que nous avons eue dans les années 30. Les solutions qui ont marché à cette époque-là ne marchent plus aujourd'hui. Il faut aller beaucoup plus profond dans la mise en cause du capital, c'est-à-dire pas seulement limiter les profits exagérés, mais imposer une autre logique. Le coût du capital, c'est pas seulement les dividendes que les actionnaires se mettent dans la poche, c'est aussi tout ce que gagnent les créanciers, les banques, les marchés financiers, mais c'est surtout la logique qui sous-tend les décisions. On va décider en fonction de la rentabilité au lieu de décider en fonction de l'efficacité économique, sociale et écologique. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Alors on va me dire, oui mais ça, politiquement, c'est de la politique. Et c'est très difficile vu le rapport de force, c'est vrai. Et nous pensons que ce combat-là doit être mené partout. Depuis les entreprises jusqu'au niveau mondial. Depuis les quartiers jusqu'au niveau mondial. Et dans les entreprises, on peut le faire. Moi je pense que sur General Electric, on peut gagner la bataille pour relancer l'activité des turbines à Belfort, par exemple. Mais pour ça, il faut demander de l'argent, il faut des financements. Il faut des financements pour créer des emplois dans l'industrie, il faut des financements pour développer les services publics, il faut des financements pour développer des nouveaux services aux particuliers et aux entreprises. C'est pas d'opposer la vieille industrie au développement des services. Les deux ne peuvent se développer que de pair. Et pour ça, il faut donc s'attaquer à la domination du capital. Il faut la frapper là où elle est. Alors bien sûr, il y a les élections. Il va y avoir des élections municipales bientôt, où cette question va être posée, parce que les communes, les collectivités territoriales sont étranglées par le poids des contraintes financières. Le développement des services publics va être vital face à la crise dans les collectivités territoriales, mais il faut bien aller chercher l'argent quelque part. Et la bataille, elle se mène dans les entreprises, dans les banques, et pas seulement dans les institutions politiques. Alors par exemple, je vais déjà un peu long, donc je vais donner quelques idées de propositions sur lesquelles nous proposons que la bataille se développe. Par exemple, une nouvelle intervention des collectivités territoriales pour pousser les banques à financer les investissements des entreprises dans les territoires, des PME, des TPE, pour créer des emplois, faire de la recherche et développer de la valeur ajoutée au bénéfice de l'ensemble de la population qui habite le territoire. Au-delà de ça, au niveau national, pour financer la transition écologique, on a besoin de centaines de milliards d'investissements. On peut évaluer ça à 6% du PIB chaque année. Bon. D'ailleurs, notre terme de transition écologique est un peu faible, c'est plutôt une révolution écologique qu'il faudrait réaliser.
nous nous proposons qu'en France, on commence à constituer un fonds spécialement destiné à ça, pour pousser les entreprises et les banques à financer les investissements nécessaires dans ce domaine. Et une fois qu'on aurait développé ça en France, en s'appuyant sur un pôle financier public, évidemment, on mènerait campagne pour que ça se développe à l'échelle européenne. Et pour que l'argent de la Banque Centrale Européenne, qui est aujourd'hui dilapidé sur les marchés financiers, serve à développer les services publics à partir de projets démocratiquement élaborés, définis et contrôlés dans les territoires européens. Et puis, bien sûr, il y a l'échelle mondiale, parce que ce qui est terrible dans cette mondialisation, c'est que les États-Unis continuent à utiliser leurs privilèges exorbitants pour aller chercher de l'argent dans le monde entier, et c'est l'argent du monde entier qui finance les dépenses militaires, qui finance l'hégémonie culturelle et qui finance le développement des GAFA et la domination des États-Unis sur l'ensemble de l'économie mondiale. Ça ne peut pas durer. Beaucoup de gens disent que ça ne peut pas durer. On se rend compte que ça ne peut pas durer. Les Américains eux-mêmes, et c'est ce qui les rend encore plus agressifs, se rendent compte que ça ne peut pas durer comme ça. Il y a des alternatives qui sont mises sur la table. L'idée d'une monnaie commune mondiale est défendue par les principaux représentants des pays, des puissances qui montent. Et ce débat est posé sur la table et nous avons aussi à intervenir là-dedans. Je termine en disant que l'idée qu'il faut changer le système est une idée qui est dans les têtes. Mais en même temps, il y a un sentiment d'impuissance. Je pense que si on veut sortir de ce sentiment d'impuissance, il y a besoin que cette question soit posée dans les débats qui agitent la gauche et la vie politique dans notre pays. Et je pense qu'il est très important que ce débat puisse s'ouvrir, comme le demande Fabien Roussel, que chacun mette ses propositions sur la table. Et nous avons un ensemble de choses à proposer pour enrichir ce débat et aider à ce qu'il soit pris en charge par les citoyens et qu'on puisse reprendre prise sur les événements en s'attaquant au pouvoir là où il est. Et nous essayons de montrer à travers ce débat que ça n'est pas si éloigné de notre portée que ça peut le sembler en première approximation. Merci à tous les quatre. On va prendre quelques interventions. On va avoir le temps d'en faire 2, 3, peut-être une 4e, pour vraiment laisser le temps du débat de se faire. Je vois une main posée là-bas. Oui, moi je voudrais intervenir sur plusieurs points. D'abord, je réagis à des moyennes. Dominique Sceaux ne raisonne pas en revenu moyen. Ça ne veut rien dire parce qu'il y a de gros écarts à la moyenne. Je donnerai pour exemple un chiffre qui vient de sortir, les 15% du PIB, c'est pas seulement les retraites, mais c'est les 10 plus grandes fortunes de France qui constituent 15% du PIB, et personne ne trouve que c'est exagéré. Ben moi aussi. Hein. J'ai pas fini, je vais essayer d'être courte. Hein. Vous me ferez signe si je vais trop loin. Hein. Puis alors, par contre, je suis d'accord avec vous qu'il faut faire de la microéconomie. J'ai fait ça toute ma vie, parce que dans ma vie professionnelle, j'ai fait de l'analyse de comptes d'entreprise, à la fois pour des formations auprès des représentants du personnel, pour des expertises pour les comités d'entreprise, et je continue à la retraite parce que je suis une addict au compte de résultats et au bilan. Ça existe, ce genre de drogue, oui. Et j'ai fait un site qui s'appelle Dans la cuisine des patrons, où je dénonce toutes les manipulations pour cacher les comptes. Je vais faire de la microéconomie très rapidement avec quelques exemples. D'abord, le coût du capital. Le coût du capital, on parle toujours dividendes CAC 40. Non, il y a les dividendes, mais il y a les plus-values, mais c'est énorme. Sur les actions, 99% de l'activité de la bourse, c'est de la plus-value et de la spéculation. Et puis, il y a aussi un de vos confrères aux Échos, c'était mis contre les destructions d'actions, les rachats d'actions pour destruction d'actions, mais c'est la folie pure. On détruit de la valeur uniquement pour que le cours de la bourse augmente. Alors, je vais donner, on dit oui, mais c'est le CAC 40, il y a plein de petites entreprises qui s'en sortent pas. C'est pas vrai, je les ai vues, les entreprises familiales. En quantité, j'ai fait des analyses, je donnerai quelques cas, mais c'est pas des cas particuliers. Tout le monde connaît Opinel, célèbre par ses couteaux. La famille n'a jamais déposé ses comptes, malheureusement elle m'a eu comme expert. Le patrimoine qu'ils se sont constitués est gigantesque. Je pourrais parler de transporteurs routiers, les Pedretti, je pourrais parler de ça y est, j'ai perdu,
pas m'égarer, d'une famille à Courchevel qui n'a pas eu peur de loger ses saisonniers. Tout le monde en a parlé en janvier, dans des conditions d'insécurité telles qu'un incendie a tué 2 personnes, a blessé 4 personnes. Cette famille continue à régner sur Courchevel. Ils possèdent tous les beaux hôtels. Ils s'appellent la famille Tournier. Je donne des noms. Bon, j'ai dû fixer, alors je vais continuer. Là, oui, mais c'est intéressant, je crois, ce que je dis. Sans fil, le sans-fil leader de la domotique, la famille des pâtures, pareil. Alors, 2 mots aussi sur les fameux investisseurs étrangers qu'Emmanuel Macron veut faire venir. Vous avez parlé de General Electric, moi je parlerai aussi de Partner Capital et du fonds Aurelius, qui en sont tous les deux à leur 4e entreprise en France, détruite. Je parlerai de Jean-Pierre Collat. Les GMS sont là à côté, il a détruit 4e, la 5e, je préviens les Échos, elle s'appelle MBF Aluminium, elle est dans le Jura, elle est en train d'être détruite. Voilà. Et moi pour terminer, ma petite... Bon, je vous remercie de lire les Échos, mais ne le dites pas trop haut quand même. Alors, je terminerai sur ma petite proposition, parce que je suis beaucoup les scopes, et si, pour commencer, on appliquait les règles de répartition du résultat dans les scopes, on les appliquait à toutes les entreprises, eh bien déjà, on aurait réglé un sacré problème de coût du capital. Bonjour. Moi aussi, je suis lecteur des Échos. J'écoute aussi souvent Business FM. Et ce que j'entends de la part donc des représentants libéraux, néolibéraux, c'est que ce monde est devenu fou. Qu'à l'heure actuelle, on prête à taux négatif, qu'on fabrique de l'argent, qu'on fait de la création monétaire à tour de bras, qu'on ne sait pas très bien comment en sortir, que les taux sont de plus en plus négatifs, que maintenant quand on prête de l'argent, on vous donne de l'argent pour vous encourager, qu'il y a 16 000 milliards de dollars qui sont prêtés à taux négatif, et que la seule solution qu'on a, c'est de continuer d'accélérer. Tout le monde sait qu'on va dans le mur, Denis l'a dit à sa façon, mais les plus libéraux qu'on entend sur les traders et autres, qu'on entend sur Business FM, disent exactement la même chose. Pour être un petit peu plus concret maintenant, moi j'étais à la co-animation d'un débat sur la Poste, là, je suis arrivé un petit peu en retard et je m'en excuse. Le problème de la fermeture des bureaux de poste et autres, c'est quoi? C'est qu'on s'est transformé en société anonyme, que les objectifs de la Poste, c'était de faire 1,9 milliard de profit, qu'elle ne le fait d'ailleurs pas, mais qu'elle a quand même versé 200 millions de dividendes, et que le contrat de présence postale territoriale qui est en cours de discussion, ça va être de nouvelles fermetures de bureaux de poste, un petit peu partout en France, et je pourrais généraliser un ensemble des services publics où ça ferme absolument partout. Et pour terminer, pour ne pas être trop long, je voudrais contredire M. Dominique Seux et sur la santé et sur les retraites. Sur la santé, en 2000, effectivement, on était considéré par l'OMS comme le meilleur système de santé du monde. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Non seulement ce n'est plus du tout le cas maintenant, mais on est en voie d'effondrement extrêmement rapide. Les dépenses de santé par habitant, je dis bien les dépenses de santé par habitant, sur l'OCDE, donc maintenant on est pratiquement descendu à la moyenne de l'OCDE, alors que la France est la 5e, 6e puissance du monde. Et on descend très vite. Les infirmières, on voit les urgences et autres en grève, les infirmières, elles sont pratiquement les moins bien payées de l'OCDE par rapport au salaire moyen. Les médecins, c'est une conséquence du numerus clausus, c'est pratiquement les plus âgés du monde, ils partent en retraite, déserts médicaux partout, et ça va empirer. Donc je suis en désaccord sur le constat sur la santé. Pareil sur les retraites, non, je ne considère pas que les réformes des retraites aient sauvé les retraites. Je considère qu'elles ont pénalisé les retraités, les actifs qui vont devenir retraités, et qu'on avait d'autres solutions. On pouvait augmenter les cotisations, au lieu de faire 70 milliards d'exonérations et exemptions des cotisations sociales dites patronales, qui sont notre salaire socialisé.
Il y avait d'autres solutions, on n'a pas pris les bonnes. Les solutions que propose le gouvernement actuel, c'est encore d'empirer les choses. C'est non à la réforme à point, mais il y aura des débats dans la fête de l'UMA sur ce sujet. On prend une dernière question ici pour laisser le temps à nos intervenants de donner des éléments de réponse. Oui, Faire court, hein, oui. faire court. J'ai écouté avec intérêt l'intervention de Dominique Seux, qui a été, je dirais, très malin. Il sait que culturellement, l'ensemble des gens qui sont autour de lui et la salle, culturellement, sont assez différents de lui. Il nous a dit, en gros, la mondialisation est allée très loin, elle a atteint ses limites, et on va commencer à en corriger les effets néfastes. Et il a terminé par deux choses. Un, on ne fait pas assez de microéconomie quand on parle d'économie. Et deux, le logement, on ne sait pas faire du tout. Je suis économiste et j'ai fait toute ma carrière dans le logement. Je vais essayer d'entrer dans votre jeu, Dominique Seux, et de rapprocher ce que vous avez dit, microéconomie et logement. Ce n'est pas un atelier sur le logement, je ne vais pas me lancer sur le logement social, le logement des démunis, mais on entend dire pratiquement tous les jours qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'offres d'emploi en France qui ne sont pas satisfaites. Elles le sont parfois pour des raisons de qualification professionnelle, elles le sont aussi souvent pour des raisons d'absence de mobilité des salariés. Et une des raisons de l'absence de mobilité des salariés, c'est la difficulté à trouver un logement. Et c'est aussi la difficulté à vendre le logement que l'on a quand on est propriétaire. On est dans un pays où depuis une quarantaine d'années, depuis Giscard, depuis Sarkozy, on a fait l'apologie de l'accès à la propriété individuelle, ce qui économiquement a des effets très néfastes. Le gouvernement, ces dernières années, il a puisé abondamment dans des réserves financières qui découlent de la contribution des entreprises au logement, qui finalement, c'est à partir du travail des salariés que cette contribution peut être versée par les entreprises. J'aimerais que vous portiez un petit peu dans la logique qui est la vôtre, c'est-à-dire celle de défendre la microéconomie. Quel jugement vous portez sur les décisions qui ont été prises récemment en matière de logement, qui me paraissent totalement, non seulement antisociales, mais également anti-économiques? Ouais, c'est la réponse. On laisse la réponse à Dominique Seux au début. Non mais bon, enfin, d'abord le débat est intéressant parce qu'il est contradictoire, sinon il a pas trop d'utilité. Moi ce que je voulais préciser, c'est que souvent dans la période, parce qu'on est dans une situation de crise, justement on va partager un certain nombre de constats, y compris avec nos adversaires. Moi je le vois avec nos patrons. On est d'accord sur le constat, ensuite là où on n'est pas d'accord, c'est sur l'action et le sens de ce qu'on met en œuvre. Par exemple, quand on dit la France sans usine, ou l'économie sans usine, c'était une théorie erronée. Mais cette théorie erronée, aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment remise en cause? Moi, j'ai l'impression que quand on parle d'économie de plateforme, on est dans cette logique-là. Et je vous donne un exemple qui est l'exemple de la SNCF. La critique patronale, la critique de la direction SNCF sur la situation hégémonique des GAFA, donc Google, Amazon, puis je ne me rappelle plus des autres, sur le fait que petit à petit, ils deviennent le mode de distribution par lequel toutes les entreprises sont obligées de passer, elle est pertinente, on partage. Si toutes les entreprises qui produisent quelque chose sont obligées de passer par les GAFA pour le vendre, alors c'est les GAFA qui ponctionnent la valeur ajoutée ou une partie de la valeur ajoutée qui est créée par ces entreprises-là. Donc la SNCF nous dit, bah écoutez, il faut qu'on devienne nous-mêmes une économie de plateforme et que donc on crée un assistant de la mobilité par lequel les gens vont devoir passer de manière à ce qu'on vende le transport.
Donc qu'on conserve la possibilité de... Enfin, qu'on conserve qu'on capte nous-mêmes la valeur ajoutée. Jusque-là, le fait qu'on ne donne pas à Google, Amazon ou à je ne sais trop quoi la possibilité de vendre tout ce que l'on produit et donc de nous ponctionner la valeur ajoutée sur le dos, j'ai pas grand-chose à dire, je suis plutôt d'accord. Seulement, que fait la SNCF? Elle met en place cette logique d'entreprise de plateforme. Et la conséquence de cette entreprise de plateforme, c'est que je vire le GAFA américain, mais je deviens moi-même un GAFA qui ne veut moi-même plus rien produire. Puisque j'ai plus besoin de produire le transport ferroviaire, à terme, en tout cas c'est ce qu'on voit nous s'orienter dans les stratégies d'entreprise, je n'aurai plus besoin de produire le transport puisque c'est moi qui vais être le vendeur et donc c'est moi qui vais pouvoir capter cette valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a un bénéfice à ce que le GAFA soit un GAFA SNCF français ou un GAFA états-unien? Le bénéfice n'est pas énorme. Si le résultat c'est qu'on a externalisé, qu'on a sous-traité, qu'on a atomisé la production et qu'on ne se contente plus que de vendre sans produire, ce qui était à mon sens la théorie de l'entreprise sans usine, ben on poursuit en fait exactement la même logique et on détruit l'économie réelle. Et donc nous battons, parce qu'ensuite c'est le deuxième élément que je voulais apporter, c'est que premièrement il faut déconstruire le verbiage et les éléments de langage de nos adversaires économiques, parce que leur logique c'est il faut que tout change pour rien ne change, donc on ne parle plus d'entreprise sans usine mais on parle d'économie de plateforme, ce qui revient exactement la même chose. Mais en plus, il faut organiser des luttes pour changer le réel, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les bonnes idées, de détecter les failles de l'adversaire, il faut ensuite voir comment on pèse. Et donc nous développons une énorme bataille à l'intérieur de la SNCF contre l'externalisation des charges de travail, contre la sous-traitance des charges de travail. D'abord parce que ça organise le dumping social, donc c'est mauvais pour les salariés puisqu'on abaisse les conditions sociales des salariés. Ensuite parce que c'est mauvais pour l'économie, parce que quand on atomise l'économie, comme je le disais, on affaiblit les capacités d'investissement dans la recherche et développement, d'investissement dans les capacités industrielles, etc., etc. Et donc on mène cette bataille-là contre chaque charge de travail qui est externalisée. Et donc nous qui sommes organisés au sein de la CGT, les camarades qui sont organisés au sein du Parti communiste, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ces deux aspects-là. Comment on déconstruit l'idéologie et comment on pèse sur le réel. Comment on mène des batailles. Donc je vous invite fortement à vous organiser si vous ne l'êtes pas encore tous, et puis surtout à ce que ces petites batailles-là, qui paraissent complètement anecdotiques dans la théorie économique globale, dans les situations générales qui nous sont dépeintes, ben c'est dans ces petites batailles-là qu'on montre la contradiction de nos adversaires et dans le fait et qu'on montre en fait leur hypocrisie. C'est-à-dire que oui, ils dénoncent la vieille théorie Enron de l'entreprise sans usine, mais ils mettent en place exactement la même chose par un autre biais dans la réalité. Donc, tant qu'ils se positionnent pour l'externalisation, par exemple, dans les entreprises, ben en fait, ils sont toujours dans la poursuite de la même logique et du même objectif. Et donc, nous dénonçons ça au travers de questions concrètes, et puis y compris, on montre qu'on peut faire autrement, on peut réinternaliser les charges de travail, on peut créer de l'emploi stable, bien rémunéré, etc. Et ça, c'est aussi important dans la population de dire qu'il ne suffit pas de s'en remettre à des grands décideurs économiques ou des grands décideurs politiques. Au quotidien, on peut aussi avoir un poids sur cette situation. Non, mais rapidement, dans la continuité, y compris, moi je partage ce que vous avez dit sur les moyennes, parce que quand même, il me semble quand même que les inégalités elles se creusent dans le pays. Alors effectivement, après quand on prend sur les moyennes, ça s'efface, mais il faut regarder la réalité. Et je crois que c'est pour la première fois l'espérance de vie en bonne santé est en train de reculer, donc c'est quand même pas tout rose ce qui est en train de se passer. Donc oui, société sans usine, je pense, moi je vais le redire, je pense qu'on est en face d'un effondrement industriel. Et que si on ne redresse pas la barre, on va être pris en étau entre les États-Unis et les pays asiatiques, et donc on va devenir un pays vassalisé, parce qu'on n'arrivera pas à redresser l'économie. Et le tissu industriel français, il est très dépendant des grands groupes, ça c'est une caractéristique du tissu industriel français, et aujourd'hui les grands groupes, ils sont frappés par la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que les dirigeants de ces groupes, ils veulent des rentabilités rapides à 2 chiffres pour donner de l'argent à leurs actionnaires, c'est aussi bête que ça.
Or, l'industrie, elle demande des investissements massifs avec des rentabilités très faibles sur le temps long. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'en sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus gouverné par des heures, on est gouverné par des nombres, par des gens qui font des tableaux Excel et qui cherchent 16, 17... On le voit bien, hein. Rachat d'entreprise, hop, les actionnaires, les fonds de pension, ils demandent 16, 17% de rentabilité. C'est pas possible, ça marche pas. Donc, ils détruisent le capital, ils détruisent le capital humain, ils détruisent, et c'est pas de la destruction créatrice dans ce cas-là. Et y compris aujourd'hui, alors qu'il y a un transfert de pouvoir entre l'État et l'entreprise, il y a donc urgence à pouvoir agir sur les stratégies des entreprises, parce que ce n'est plus tenable à long terme. Et pour agir sur ces stratégies d'entreprise, moi je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à redonner plus de pouvoir aux travailleurs. Plus de pouvoir aux travailleurs, et ça c'est quelque chose sur lequel on bute vraiment, on voit bien hein, quand on a des débats avec les directions des entreprises, ça a été le cas au niveau des conférences sociales qui avaient été initiées par Hollande et ainsi de suite, hein, quand on cherche qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour redresser un petit peu la situation, et nous quand on parle du pouvoir aux travailleurs des entreprises, il y a vraiment un veto au niveau du MEDEF, hein. Et pourtant, MEDEF, donc qui s'appelle les entreprises de France, mais qui c'est qui crée des richesses dans les entreprises? C'est bien les salariés. Donc ça, c'est une vraie question. Enfin, moi, j'ai appris quand j'étais plus jeune, lors de cours de philo, que le capital, c'est que du travail qui n'est pas payé. Ça va peut-être vous faire bondir, je ne sais pas, mais... Et donc, à partir du moment où c'est du travail qui n'est pas payé, mais qui est produit par le travail, il faut bien qu'on puisse décider collectivement ce qu'on en fait, dans quoi on investit et comment on investit. Et donc, ce dont on manque cruellement pour pouvoir redresser la situation, c'est, alors j'allais dire, d'un État stratège qui développe, moi je partage, hein, alors certains n'aiment pas le mot planification, alors disons comment on anticipe et on prévoit à long terme, voilà, mais comment on peut avoir une vraie vision pour les 30, 40, 50 ans qui viennent, justement qui n'est pas une vision financière, hein, comme aujourd'hui l'a Emmanuel Macron, qui a une vision, moi je suis désolée de le dire, mais qui a une vision de banquier, hein. On voit bien le projet de scission d'EDF, c'est le projet de la banque Rothschild, c'est pas un projet avec une vision industrielle. Donc comment on peut avoir un État stratège qui développe une vraie vision à long terme pour le pays, avec bien sûr une articulation avec les territoires qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans ces questions justement d'économie, d'industrie et pour être au plus près des gens et des citoyens, et une vision européenne. Parce que bien évidemment, dans la mondialisation entre les États-Unis et les Asies, il faut que l'Europe puisse jouer son rôle. Mais aujourd'hui, on n'a pas de politique industrielle européenne. On a juste une politique de concurrence soi-disant libre et non faussée. Il faudrait qu'on arrive à agir pour une véritable politique européenne avec des propositions. Par exemple, pourquoi ne nous batterions pas pour avoir des normes sociales et environnementales au niveau international, du même niveau que les normes de commerce? On a bien des normes de commerce international avec un OMC. Ben pourquoi on n'aurait pas un organisme international pour des normes sociales et des normes environnementales? Parce que si on faisait monter les normes sociales pour tout le monde, vous voyez bien que le dumping social, ben ça serait plus intéressant et donc ça vaudrait plus le coup d'aller faire produire à l'autre bout de la planète pour rapatrier. Voilà, il y a des tas de propositions qu'on peut avoir comme ça. Et puis, bien entendu, une maîtrise publique, une appropriation sociale pour les grands enjeux, pour les grands secteurs qui sont vitaux pour un pays, l'énergie, l'eau, le logement, enfin voilà. Alors, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure que j'étais malin. Donc il faut faire attention, je vais essayer de ne pas être malin et de vous montrer que je ne suis pas victime d'un syndrome de Stockholm. Parce que je suis ici, je me rapprocherai de vos réflexions à 100%. 5 points rapides. Sur la santé, monsieur. En fait, c'est très compliqué cette affaire-là. La France est le pays qui, en Europe, dépense le plus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je dis que c'est bien, tant mieux, bravo. Non, mais les statistiques sont... Mais, vous dites parallèlement, et vous avez raison, les infirmiers et les infirmières sont mal payés. Absolument. Comme, de même manière que les maîtres des écoles et maîtresses des écoles sont scandaleusement sous-payés. Je l'ai dit publiquement. Et évidemment, il n'y a aucune difficulté. Mais c'est parce qu'il y a des... sommes-nous capables de faire des choix? Et je ne dis pas dans quel sens il faut faire ces choix, mais regardons. Les personnels hospitaliers sont peut-être mieux payés dans d'autres pays, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la France est un des pays qui délivre le plus de soins ou de médicaments contre les cancers, par exemple, à tout le monde, sans discrimination. Aux États-Unis, vous avez de l'argent,
vous avez des traitements. Vous n'avez pas d'argent, vous n'en avez pas. En Grande-Bretagne, on vous dit, vous avez plus de 73 ans et demi, on ne vous fait pas de greffe du rein. En France, on ne fait pas ça. Je pense qu'on peut s'en glorifier, ça a des conséquences. Je pense que les choses sont paradoxales et liées. Je ne dis pas que c'est le bon choix, je ne dis pas que c'est le mauvais choix, je ne dis pas que c'est inévitable, on peut encore dépenser plus, mais il faut plus de croissance. Je dis que c'est complexe et on ne peut pas tout avoir, on doit choisir. 2, le logement. Qui a posé la question sur la politique du logement? Voilà. J'ai un point d'accord avec vous, un point de désaccord. Un point d'accord, je ne comprends pas la politique du gouvernement. Je ne comprends pas ce qu'il fait sur le logement. Emmanuel Macron avait dit dans sa campagne que ce serait une priorité. Je ne vois pas. Je ne comprends pas très bien. Ils sont restés sur le fantasme qu'on a depuis 30 ans. Il faut construire 500 000 logements par an. Ça n'a aucun sens. Les logements, il faut les construire là où on en a besoin. Ce n'est pas 500 000 en général. Ce n'est pas à 40 km de Chartres en pleine campagne qu'on a forcément besoin de logements. Donc, je ne comprends pas leur politique. La politique, mais c'est vous le spécialiste, c'est de dégager du foncier. Est-ce qu'il faudrait des tours à Paris? Peut-être, et d'ailleurs avec le réchauffement climatique, on a plutôt intérêt probablement à se rapprocher des centres-villes. On va faire la politique inverse de ce qu'on a fait depuis 30 ans, parce qu'il faudra moins de transport, etc. Mais il y a un point qui est clair sur le logement, c'est qu'à mes yeux, une partie de la crise des Gilets jaunes s'explique par... Si vous êtes dans une ville, Mamers dans la Sarthe, nord de la Sarthe, vous voyez les prix à Paris, des prix faramineux, incompréhensibles, scandaleux d'une certaine manière, même si ça n'a pas de sens économique. Scandaleux, c'est un sens moral mais pas économique. Mais vous habitez à Mamers, vous ne pouvez pas vendre votre logement. Vous vous êtes endetté pour l'acheter il y a 20 ans et en fait aujourd'hui il n'a plus de valeur. Valeur zéro. Je comprends que ça crée de la désespérance, parce qu'en plus, vous n'allez pas pouvoir le transmettre à des enfants. À vos enfants qui n'ont aucune envie d'habiter à Mamers, peut-être. Je dis Mamers, hein, ça peut être autre chose. Donc, c'est très compliqué, mais c'est probablement par le foncier. Et j'ai entendu 10 fois la SNCF dire on va dégager du foncier parce qu'on en a beaucoup dans les grandes villes, mais rien n'est venu. Ou très peu. Très très peu. Allez. Bon, alors, monsieur est très proche de la SNCF, donc il ne veut pas le dire, mais il y a très très peu de foncier qui a été dégagé. Troisième plan, les plateformes. Alors ça, c'est un sujet très intéressant, les plateformes. Mais qui d'entre vous n'a jamais utilisé Blablacar? Qui d'entre vous n'a jamais utilisé Amazon? Qui... Jamais Amazon, jamais Blablacar? Promis. Allez, on lève la main. Ni Amazon, ni Blablacar, soyez honnêtes. Bon, c'est une minorité. Quand même, ce sont les clients à la fin qui choisissent. La question, c'est pas d'interdire la plateforme, c'est qu'elles aient les mêmes conditions d'exercice, fiscales et sociales. Et je suis très intéressé qu'on ait obligé aux États-Unis, l'État de Californie, la justice ou l'État de Californie, a décidé que les chauffeurs Uber devaient être des salariés. Ça, c'est un mode de régulation, soit par la justice, soit par le droit. Mais on ne va pas empêcher les clients, les innovations. C'est une innovation, on ne va pas dire gardons le cheval, non innovation sur les voitures. Et donc c'est un équilibre. Évidemment, on est allé trop loin depuis 10 ans sur les plateformes parce que c'était nouveau, on va revenir en arrière et un équilibre va se trouver. Et tout le monde y trouvera son compte. J'ai noté quand même que les chauffeurs de taxi étaient beaucoup plus aimables depuis 5 ans à Paris. Bah, tant mieux, je m'en réjouis. Sur le capital, alors là, évidemment, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, on a besoin de capital. Je ne sais plus qui parlait des scopes tout à l'heure. Les innovations, elles ne sont pas toujours dans les scopes. Les grandes innovations industrielles, allez dire au patron d'Opinel, allez dire au patron de Facebook, allez dire au patron, etc., de Renault, de toutes les grandes industries ou des grands services, aucune rémunération si vous inventez quelque chose. La question, c'est le partage. Le partage de la valeur ajoutée, je ne suis pas d'accord avec les chiffres, il est relativement stable sur 40 ans. Il est relativement stable sur 40 ans. Il y a eu, entre les salaires dans la valeur ajoutée, les salaires et le capital, il est relativement stable. Ce qui s'est déformé, c'est au sein du capital, entre l'investissement et la rémunération du capital. C'est là qu'il y a eu une évolution. Oui, mais la part des dividendes au détriment de l'investissement. Bon, on va pas... Oui, enfin... J'attends quand même d'entendre quelle est l'alternative. On a besoin, vous disiez tout à l'heure, Denis, il faut des financements. Alors j'entendais financement public.
Mais la rentabilité, c'est un mode de financement de l'innovation. Et on a besoin d'innovation, on a besoin d'investissement, on a besoin de financement. Sur la finance, alors je vais me permettre juste pour finir, parce qu'évidemment, comme d'habitude, je suis trop long, une petite... Quand je vous ai entendu dire que la Banque Centrale Européenne menait une politique un peu risquée, etc., j'ai cru entendre un instant le patron de la Bundesbank en Allemagne, qui a dit exactement la même chose avant-hier, puisqu'il s'est prononcé contre les décisions de la Bundesbank, de la BCE jeudi. C'est vrai que je ne sais pas si on va dans le mur, mais que c'est très risqué. Pour une raison très simple. Pourquoi est-ce qu'il y a des liquidités dans le système qui arrivent depuis 2008? J'allais dire à ne plus savoir qu'en faire. C'est que le but des banques centrales, c'est d'essayer de relancer l'inflation. Un petit peu d'inflation, parce que ça fait bien de l'économie, notamment sur les salaires. Et ça, l'inflation, ça euthanalise un peu les rentiers, ce qui n'est pas mal non plus. Et en fait, l'inflation a été... Il y a toujours eu de l'inflation quand il y a eu de la croissance. Et là, depuis 20 ans, il n'y a plus d'inflation, concurrence internationale, et probablement aussi perte du rapport de force sociale dans les entreprises, sur les salaires. Mais les banques centrales n'arrivent pas à relancer l'inflation, donc elles sont un peu comme des coureurs à bicyclette qui ont peur de tomber en s'arrêtant. Et c'est risqué, il n'y a aucun doute que c'est très risqué. Ça commence d'ailleurs à tanguer. Il faudrait que les politiques budgétaires pour les pays qui en ont besoin, qui en ont la possibilité, relancent davantage. Et on pense évidemment aux Pays-Bas et à l'Allemagne, pas à la France qui fait ça depuis 30 ans sans que ça marche. Mais on voit bien qu'il y a une difficulté. Peut-être, effectivement, que comme tous les 15 ans, il y a une crise financière, peut-être qu'une nouvelle s'approche. Mais le capital, et c'est mon tout dernier mot, d'où vient le capital en fait? Pourquoi il y a plus de capital aujourd'hui? Ce sont les Chinois qui financent la dette américaine. Le capital, il vient aussi, et beaucoup des pays émergents. Il vient des pays développés, mais il vient des pays émergents. La grande nouveauté, elle est là. Alors on peut décider collectivement ici, tous les 5, on va dire aux Chinois, aux Indiens, aux Brésiliens, aux Russes et ailleurs, écoutez, on va changer collectivement de système maintenant tout de suite. Je ne suis pas sûr qu'ils nous entendent. Mais peut-être qu'en fait, il y a une solution miracle. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle. La solution, elle ne pourra sortir que de lutte et de combats de classe acharnés et difficiles. Et on est là, nous, les communistes, pour le mener, ce combat. Un mot. Je pense que dans ce débat-là, on a insisté tout à l'heure sur... On a un peu tendance à sous-estimer la gravité de ce qu'il y a, y compris dans ce qui vient d'être dit. Hein, comme si les choses allaient continuer comme ça, comme si on n'était pas exposé à une chute de la création de richesse dans le monde. Et là, comment fera-t-on pour financer les retraites Voilà. Mais je pense qu'on sous-estime... Alors, sur l'inflation, je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'inflation aujourd'hui. Il y a une inflation financière monstrueuse qui est acceptée de gré ou de force et encouragée par les banques centrales, qui font monter le prix des obligations, des actions et aussi les prix des actifs immobiliers. C'est une inflation bien plus grave que l'inflation qu'on a connue dans les années 70 et c'est pour ça que la situation est bien plus grave aujourd'hui. Et donc, et c'est à ça qu'il faut faire face. Hein, alors, le gouverneur de la banque, la Deutsche Bundesbank, il a peur parce qu'il est au courant. Mais qu'est-ce qu'il fait pour combattre ça? Il propose de revenir encore en arrière à des politiques encore plus réactionnaires. On ne s'en sortira pas comme ça. Mais je pense que ce qu'on sous-estime aussi, c'est les potentiels de solutions et les points sur lesquels on peut s'appuyer pour faire fonctionner l'économie et le monde autrement. Parce que nous vivons une révolution informationnelle, ça a été évoqué, les systèmes de plateformes, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est encore plus profond que la révolution industrielle du XVIIIe et du XIXe siècle qui était la base du capitalisme. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la base d'un système qui sera autre. Et on voit les gains de productivité apportés par les ordinateurs, les réseaux, etc. Mais déjà, au XXe siècle, le grand théoricien de la croissance économique était Robert Solow, avait eu l'occasion de dire une phrase célèbre dans le milieu des économistes, c'est qu'on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Et en ce moment, c'est de pire en pire, jusqu'au point où on recycle la vieille théorie de la stagnation séculaire. Il y aurait une impossibilité à faire croître la productivité, alors que les gains d'efficacité sont potentiellement partout. C'est un problème du capitalisme. Et pourquoi est-ce que les gains d'efficacité ne sont pas au rendez-vous? D'abord parce que l'efficacité est écrasée par le coût du capital. Au lieu d'investir efficacement, on investit en fonction des perspectives de rentabilité pour les apporteurs de capitaux. Et aussi parce que de ce fait,
On investit dans beaucoup de choses, sauf dans ce qui serait décisif, c'est-à-dire le développement des capacités des êtres humains. Les salaires, la reconnaissance des qualifications, la formation. Et nous avons la possibilité d'avoir des gains de productivité à condition de faire fonctionner l'économie autrement, à condition effectivement microéconomie, d'autres gestions des entreprises. Et avec ces gains de productivité, on pourrait augmenter les salaires, on pourrait baisser la durée du travail massivement pour permettre aux gens, par exemple, entre autres choses, et pas seulement, de se former, c'est-à-dire de devenir plus efficaces, et pour permettre de relancer l'économie sur une base saine, à la fois et développer les services publics, c'est-à-dire de développer à la fois la demande et l'offre. Ça, c'est le cercle vertueux que nous proposons. Mais pour ça, effectivement, il faut de l'argent, il faut des avances d'argent. Et si on attend que les détenteurs des capitaux, que les marchés financiers fassent cette avance, ça n'arrivera jamais, parce que les marchés financiers sont faits pour que ça n'arrive pas. Vous savez, c'est vrai que la répartition de la valeur ajoutée est relativement stable depuis le début des années 90. Mais pourquoi? Parce qu'entre 1983 et 1990, la part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé de 10%, et celle des profits a augmenté de 10%. Pourquoi ça s'est passé à ce moment-là? C'est l'époque où on a donné le pouvoir aux marchés financiers. Je n'ai pas le temps de revenir sur l'histoire, on a déjà dépassé le temps. Mais c'est à ça qu'il faut s'attaquer. La domination concrète du capital, elle passe par ça. Et donc, où est-ce qu'on va chercher l'argent? Les banques créent de l'argent tous les jours. Et ça entretient l'inflation financière, ça entretient la prochaine crise. Et ça fait crever les gens qui veulent créer de la richesse, qui veulent créer de l'emploi, qui veulent développer les êtres humains. Et donc, nous, notre proposition, c'est de s'attaquer à ça. Et par exemple, pour financer le développement des services publics, nous exigeons que l'argent, on aille le chercher à la Banque Centrale Européenne. Elle est capable de prêter à taux négatif aux banques. Elle est capable de... On en est à 2700 milliards à injecter sur les marchés financiers. Elle va recommencer à la suite des décisions qui ont été prises jeudi. Ben, cet argent, il faut arrêter de le jeter dans le brasier financier. Il faut qu'il serve à des projets qui répondent à des critères précis en matière de développement de l'emploi, en matière de formation, en matière d'économie de capital matériel et financier qui vont permettre de préserver l'environnement. C'est une logique économique, c'est une autre logique politique, d'autres objectifs, une autre utilisation des moyens, et en particulier des moyens financiers, et pour ça prendre le pouvoir dans l'État, dans les collectivités territoriales, dans les entreprises, dans les banques. Et c'est la bataille, c'est le combat auquel le Parti communiste a décidé de se consacrer à l'occasion notamment de son dernier congrès. Donc pour ne pas être trop long, je vais terminer en vous donnant 2 rendez-vous. Vous savez, le grand économiste John Maynard Keynes, à la fin de son grand ouvrage, La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, dit que la plupart des hommes d'action qui se croient complètement libérés d'une influence idéologique sont en réalité les esclaves de quelques économistes défunts dont ils ignorent le nom. Donc je vous suggère de vous émanciper des économistes défunts en vous abonnant à la revue Économie et Politique qui est faite par des économistes vivants et des non-économistes, des militants, et qui donne rendez-vous à ses amis et à ses correspondants à l'instant même, ici derrière, pour boire un coup et faire le point de nos travaux. Et le deuxième rendez-vous, évidemment, c'est la participation de tous les militants et les autres qui sont là à la bataille politique, sachant qu'il y a un rendez-vous important cet après-midi à 15h30, qui est le discours de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, qui reviendra à sa façon sur les sujets dont on a parlé ce matin, et qui donc est sur la grande scène à 15h30 et auquel tout le monde est invité. Merci